Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Les Trois Mousquetaires volume 1, of 2. Par Alexandre Dumas et Auguste Maquet. Lettre d'Alexandre Dumas fils. Mon cher père. Se souvient-on encore dans le monde où tu es des choses de notre monde, où cette seconde vie, éternelle, n'existe-t-elle que dans notre imagination, enfantée, au milieu de nos reproches à l'existence, par notre terreur de ne plus être? La mort anéantit-elle complètement ceux qu'elle touche, et ceux qui demeurent sur la terre conservent-ils seuls le privilège de se souvenir? Ou le lien des âmes n'est-il jamais rompu entre ceux qui se sont aimés, même par la disparition de l'un des deux? Nous en sommes toujours à nous poser ces questions devant la tombe des êtres qui nous sont restés chers, et les religions et les philosophies offriront encore pendant des milliers d'années et de siècles leur solution à l'humanité vivante, sans que nous trouvions une réponse. Peut-être ton Yacoub a-t-il raison, quand il se contente de rendre un corps aux éléments. Masse commune, où l'homme en expirant rapporte tout ce qu'en le créant la nature en emporte. Si la terre, si l'eau, si l'air et si le feu le formèrent aux mains du hasard ou de Dieu. Le vent, en dispersant ma poussière en sa course, saura bien reporter chaque chose à sa source? Était-ce toi qui parlais par la bouche du Sarrasin, et ta philosophie aboutissait-elle à cette conclusion matérialiste? Nous n'avons jamais discuté là-dessus, du temps que nous vivions côte à côte, et je crois bien que les spéculations métaphysiques ne t'ont jamais troublé. La nature, dont tu étais une des forces, selon l'expression de Michelet, et la vie réelle suffisaient pleinement à tes puissantes facultés. Ton esprit, constamment au service de ton imagination inventive et féconde, éprise du fait et de l'action encore plus chez nos ancêtres que chez nos contemporains, n'avait nul souci de l'au-delà. À force de vivre avec les hommes des siècles écoulés, tu avais pour ainsi dire allongé ta vie en arrière, et tu t'en tenais à cette éternité positive, laissant aux savants, aux philosophes et aux religieux les controverses, d'ailleurs inutiles, sur le principe et la fin des choses. Une fois, dans les vers qui servent de préface à Anthony, tu as émis un doute sur l'âme. Mais c'était moins un hommage à ta raison qu'un sacrifice à la rime, et au scepticisme qui, purement littéraire à cette époque, cherche aujourd'hui à devenir scientifique. Si l'éternité de l'âme est douteuse, la durée de l'humanité ne l'est pas, et il faut bien passer le temps. De là les discussions. Mais la vie individuelle est si courte et ce qui vient après est si long, qu'il est tout naturel que l'homme veuille savoir de quoi ce long temps sera rempli, et son instinct étant toujours de vouloir être plus heureux pendant l'heure qui s'avance qu'il ne l'a été pendant celle qui s'éloigne, il devait fatalement, en face de la mort qui le dépouille de toutes ses petites joies et de toutes ses petites espérances, concevoir un état où il goûterait enfin une béatitude éternelle et complète. Aussi, en revient-il toujours à cette croyance sans garantie, et reste-t-il sourd à toutes les propositions philosophiques qui pourraient l'en écarter, sans lui rien donner de plus certain en échange? Ton ardent amour du travail t'a constamment tenu en dehors de ces discussions desséchantes et stériles. Quand par hasard, cet infini, qui tourmentait Musset, sollicitait ta pensée, tu t'en remettais et tout de suite, à la grande harmonie qui préside au mouvement de l'univers et qui nous frappe de toutes parts. Qui a créé cet univers? D'où vient-il? Où va-t-il? Tu ne t'en inquiétais pas. À quoi bon interroger ce qui ne répond jamais? L'univers est et nous sommes, voilà la certitude, il nous contient en lui et il est résumé en nous, rien ne peut plus nous dissocier, notre cause et notre destinée sont communes. La puissance, quelque nom qu'on lui prête, qui a établi ces lois de l'univers, où il n'y a pas une faute de composition ni de mise en œuvre, ne s'est pas plus trompée quand il s'est agi de l'homme que quand il s'est agi du reste, et si elle a fait la mort, c'est que celle-ci est indispensable à son dessein et à sa conception des mondes. Il est impossible que cette mort, commune à tous, et le seul fait certain de la vie, ne mène pas, et ne serve pas à quelque chose de mieux dans l'évolution générale. Contentons-nous donc d'user de cette vie, en tâchant de la rendre aussi douce et utile que possible à ceux avec qui nous la supportons, et que la mort fasse ensuite de nous ce qu'elle a reçu mission d'en faire. Pourquoi toutes ces réflexions philosophiques à propos des trois mousquetaires qui étaient encore moins que toi et moi, hantés par de pareilles idées, et qui s'en tenaient en ces matières, à cette formule qui simplifiait tout, la religion du Roy?
Parce qu'il est impossible d'évoquer le souvenir de ceux qu'on a aimés sans faire surgir et tourbillonner, comme un essaim d'oiseaux de nuit s'envolant des ruines où l'on pénètre, toutes les questions qui font, pour ainsi dire, leur nid dans ce mot, la mort. Et il n'est pas nécessaire que le mort ait été comme toi, un homme illustre pour susciter ces problèmes. Il suffit qu'il ait été bon, et nul ne l'a été plus que toi. Et pourquoi, ne sachant où tu es maintenant, t'adressais-je cette lettre? Parce que quand nous avons perdu ceux que nous aimons, s'ils ne sont plus où ils étaient, ils sont partout où nous sommes. C'est à ce qui est toujours en moi de celui qui fut mon père que j'adresse ce souvenir et cet hommage qui lui parviendront où il est, si, du moment qu'il a participé à la vie matérielle, il participe désormais à l'éternelle vie sous une autre forme. Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'est pas écoulé un jour, depuis 23 ans que nous sommes séparés, sans que j'aie pensé à ce grand ami, que tant de voix du reste m'auraient rappelé si par impossible, j'en avais perdu la mémoire. Et je veux aujourd'hui profiter de l'occasion qui m'est offerte par la publication magnifique d'un de ces chefs-d'œuvre, pour tenir un engagement que j'ai pris, vis-à-vis de cette mémoire, à une heure solennelle. C'était au mois de décembre 1870. Nous étions chez moi à Puy, près de Dieppe. Mon père était là depuis le mois d'août, épuisé par le travail, comme son grand aïeul Walter Scott, qu'il avait tant admiré, et qui lui avait montré la voie où il devait le suivre et le rejoindre. Il passait les journées à regarder silencieusement l'océan que les pâles lueurs du soleil d'hiver faisaient se confondre avec un ciel brumeux et gris, et dont la respiration bruyante et régulière l'empêchait d'entendre la marée humaine qui nous arrivait de l'est. Quelle pensée flottait entre lui et cet horizon blafard! Il souriait à tous ceux qui lui tenaient compagnie, et quand je lui demandais comment il se trouvait, il me répondait toujours « Très bien ». Avait-il, sans vouloir nous le dire et nous en inquiéter, le pressentiment de sa fin prochaine, ou simplement un besoin de repos égal au labeur accompli, et la sensation de bien-être que ce repos lui causait suffisait-elle à ce puissant organisme maintenant détendu? Il ne souffrait pas, il n'avait plus aucune préoccupation, il se sentait aimé et ne souhaitait pas autre chose. Après une grande journée de semaille, assis près de l'âtre, il laissait le sommeil bien gagné l'envahir peu à peu. Un jour, comme je le faisais tous les matins, j'insistais pour le décider à se lever, la seule chose qui lui fut pénible, mais qui était nécessaire pour combattre la faiblesse. Un jour, le 4 décembre, il fixa sur moi ses grands yeux si doux, et du ton dont un enfant implorerait sa mère, il me dit « Je t'en supplie, ne me force pas à me lever, je suis si bien là. » Je n'insistai plus, et je m'assis sur son lit. Tout à coup, il devint pensif et son visage prit une expression de grand recueillement et de grande mélancolie. Dans ses yeux si caressants tout à l'heure, je vis briller 2 larmes. Je lui demandai ce qui l'attristait ainsi. Il me prit une main, me regarda bien en face et me dit d'une voix ferme « Je te le dirai, si tu me promets de répondre à ma question, non pas avec la partialité d'un fils ou la complaisance d'un ami, mais avec la franchise d'un vaillant frère d'armes et l'autorité d'un bon juge. Je te le promets. Jure-le. Je te le jure. Eh bien ? Il hésita encore un moment, puis se décidant. Eh bien, crois-tu, me dit-il, qu'il restera quelque chose de moi ? Et ses yeux ne quittaient pas les miens. Si tu n'as pas d'autre inquiétude que celle-là, lui dis-je gaiement en le regardant comme il me regardait, tu peux être tranquille, il restera beaucoup de toi. Vrai ? Vrai. Sur ton honneur ? Sur mon honneur. Et comme j'étais devenu d'autant plus souriant, que j'avais à lui cacher mon émotion, il eut confiance. De la main qui tenait la mienne, il m'attira vers lui et nous nous embrassâmes longuement. Il ne m'adressa plus la parole, comme si rien ne l'intéressait plus ici-bas. Il me regardait de temps en temps avec un remerciement dans son regard, et une pression plus forte de sa main. Il s'assoupit de plus en plus. Le lendemain 5 décembre, la fièvre le prit et le soir à 10 heures, il mourait sans une secousse, sans un effort, sans le savoir. 23 ans se sont passés depuis ce jour où tu m'as demandé mon opinion, et chaque jour a confirmé l'assurance que je te donnais, en toute conviction, à ce moment suprême. C'est que le monde de la pensée, y compris celui de la fiction, est régi par des lois aussi absolues et aussi infaillibles que celles de cet univers, dont j'admirais tout à l'heure l'équilibre et l'harmonie. L'homme ne se livre complètement qu'à ce qui le passionne, le charme, l'émeut,
l'exalte, l'élève, qu'à ce qui le rappelle au sentiment de sa valeur et de sa dignité, de tout ce qu'il sent de supérieur en lui que le génie de l'écrivain a mission d'éveiller ou d'accroître. Il ne prendra jamais un plaisir durable au récit de ses turpitudes et de ses bassesses. Il pourra, surtout dans sa première jeunesse, sur les bancs du collège, à l'âge des curiosités à outrance, trouver quelque attrait malsain et solitaire à certaines psychologies basses, mais il se lassera et se dégoûtera bien vite de ces tableaux, et il en reviendra toujours à ce qui sera sain et réconfortant. Dans le miroir que lui présentent les poètes, les dramaturges, les romanciers et les conteurs de toute espèce, il ne tient d'ailleurs pas à se voir tel qu'il est, il se connaît bien au fond, c'est un autre lui qu'il cherche, celui qu'il croit être ou qu'il ne désespère jamais de pouvoir devenir. Il sait parfaitement que le beau et le bien, s'ils sont plus rares, sont aussi vrais que le laid et le mal, et que le vice n'a pas le monopole de la vérité. Partout où son âme et son cœur sont convoqués, et sauf dans la religion et dans l'amour, où le sont-ils plus que dans la lecture, il lui faut une espérance, une consolation, un appui, un idéal. Voyez les yeux de cet homme ou de cette femme fixés sur ces pages, que leurs mains tournent fiévreusement. Quelle absorption par celui qui leur parle tout bas. C'est là qu'il y a suggestion, transmission de pensée, substitution d'une volonté à une autre. Croyez-vous qu'il n'y ait que de la curiosité dans cette absorption, dans cet oubli de soi, et de ce qui n'est pas le héros ou l'héroïne de l'aventure? Il y a derrière tout cela, une conscience qui ne sait pas toujours quel est en jeu dans cette affaire, mais qui veille sans cesse et dont les aspirations et les exigences ne s'arrêtent pas plus que les battements de notre cœur, même quand nous ne les sentons pas, et qui réclame sa part dans l'émotion perçue. Malheur à ceux de nous qui ne la lui font pas, car nous avons tout charge d'âme. Eh bien, voilà pourquoi, mon bon et cher père, j'ai pu te dire qu'il resterait beaucoup de ton œuvre, et pourquoi le temps envolé depuis lors a ratifié mon dire. Voilà pourquoi, avec tes héros bien portants, gais, spirituels, loyaux, intrépides, généreux, se dévouant jusqu'à la mort aux causes les plus nobles, aux sentiments les plus élevés, tu passionnes de plus en plus les foules depuis plus d'un demi-siècle. Pourquoi, malgré toutes les écoles, toutes les esthétiques, toutes les discussions sincères ou non, toutes les partialités et tous les dénigrements où se débat la littérature actuelle, tu es devenu, tu restes et tu resteras l'apostrophe, écrivain le plus entraînant, le romancier le plus populaire, dans le bon sens du mot, non seulement de la France, mais du monde entier. Tu fais partie maintenant de ce qui soulage et console les misères humaines. Un grand chirurgien me disait dernièrement, tous nos malades de l'hôpital guérissent ou meurent avec un livre de votre père sous leur oreiller, quand nous voulons leur faire oublier les terreurs de l'opération à subir, les lenteurs de la convalescence, les pressentiments de la fin, nous leur ordonnons la lecture des romans ou des voyages de votre père, et ils oublient. Tu n'es pas seulement admiré, tu es aimé, ce qui vaut bien mieux, et dans certaines circonstances, tu es béni par ceux qui souffraient et que tu as aidé à supporter, à étourdir leurs souffrances. À force d'intéresser, de passionner, d'enthousiasmer, de faire rire ou pleurer ces grands enfants qu'on appelle les hommes, ils ont fini par te considérer comme de leur famille, et ils t'appellent le père Dumas. Il me semble te voir à côté du bon La Fontaine. Tu es l'aïeul souriant qui conte pendant la veillée les belles histoires des temps passés. Depuis le jour où je te promettais cette renommée, il a été publié et vendu en France 2 840 000 volumes de toi, 80 millions de livraisons illustrées, et 600 de tes ouvrages ont été reproduits par des journaux de Paris et de province, sans compter les pays qui n'ont pas de traité avec nous, qui te pillent et te répandent par millions d'exemplaires dans leur idiome national. Les traités qui te concernent et que j'ai passés avec tes éditeurs, me réservaient le droit de faire une grande édition de luxe de tes œuvres choisies. Elle aurait formé 25 gros volumes, je ne l'ai pas encore faite, j'ai voulu laisser le public consacrer cette œuvre et faire sa sélection lui-même. Je n'avais pas à essayer de lui imposer une préférence. Et voilà qu'aujourd'hui tes éditeurs, de même, sans que je sois intervenu en rien, ont eu la bonne pensée de consacrer la renommée toujours croissante des Mousquetaires, dans une grande édition, illustrée par l'illustrateur charmant de Manon, du Voyage sentimental, des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, Maurice Leloir. Demain, ce sera le Chevalier de Maison Rouge, illustré par Leblanc, le maître peintre des Vendéens. En m'annonçant que son 250e dessin était terminé, Maurice Leloir m'écrivait « Voilà 2 ans que je vis avec d'Artagnan,
Athos, Porthos, Aramis et tous les personnages de cette grande épopée. Vous ne sauriez croire avec quelle peine je les quitte. Puissais-je les retrouver bientôt dans 20 ans après? Cette lettre m'a rappelé le jour où je suis allé te voir, alors que tu terminais le vicomte de Bragelonne, et où je t'ai trouvé assis tristement dans ton large fauteuil, te reposant par hasard, et les yeux rouges. Tu as pleuré. Qu'est-ce que tu as? Je t'entends encore me répondre, un gros chagrin. Porthos est mort. Je viens de le tuer. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer sur lui, et... Pauvre Porthos. C'est avec ces convictions et ces solidarités-là qu'on écrit des chefs-d'œuvre. Et si de ce jour nous remontons à ceux où tu commençais ce beau livre, quel entrain, quelle joie, quelle santé dans ce travail. Je te vois encore dans ce petit logement que tu t'étais loué, dans la maison de ton appartement officiel, sur la cour, et où il n'y avait qu'une grande table de bois blanc, un canapé, 2 chaises, des livres sur la cheminée, et un lit de fer où tu dormais quelques heures quand le travail du soir s'était prolongé dans la nuit. C'était là que tu te réfugiais pour ne pas être dérangé par tous les importuns, et tous les parasites qui assiégeaient incessamment ta porte, que tu ne leur fermais pas encore assez. Vêtu d'un pantalon à pied, en manches de chemise, ses manches retroussées jusqu'au coude, le cou à l'air, tu te mettais au travail dès 7 heures du matin et tu y restais jusqu'à 7 heures du soir, où je venais dîner avec toi. Je trouvais quelquefois ton déjeuner intact sur la petite table, que le domestique plaçait à côté de ton établi. Tu avais oublié d'y toucher, et tout en dînant et en dînant bien, des plats qu'il t'arrivait de confectionner toi-même, pour te reposer, tu nous racontais ce que tes personnages avaient fait dans la journée, et tu te réjouissais à la pensée de ce qu'ils allaient faire le lendemain. Et cela durait pendant des mois. Quel beau labeur, et toujours allègre. Qu'est-ce que c'est qu'un art, disait Corot qui sifflotait sans cesse en peignant, qu'est-ce que c'est qu'un art qui ne rend pas gai? Tu pensais comme lui, et plus tu donnais la vie à tes créations, plus elle abondait en toi, semblable à ces grands fleuves qui, alimentés par des sources mystérieuses, se renouvellent d'autant plus qu'ils se répandent et s'élargissent. Ah, le bon temps! Nous avions le même âge, tu avais 42 ans, j'en avais 20. Les joyeux entretiens. Les doux épanchements. Mirage du cœur et de la mémoire. Il me semble que c'était hier. Et tu dors, depuis près d'un quart de siècle, sous les grands arbres du cimetière de Villers-Cotterêts, entre ta mère qui t'a servi de modèle pour toutes les honnêtes femmes que tu as peintes, et ton père qui t'a servi de preuve pour tous les héros de courage, de droiture et de bonté, à qui tu as donné la vie. Et moi que tu considérais toujours, et qui me considérais aussi comme un enfant à côté de toi, j'ai les cheveux plus blancs que tu ne les as jamais eus, et me voilà déjà plus vieux que tu ne l'étais quand tu nous as quittés. La terre va vite. À bientôt. Alexandre Dumas fils. Préface, dans laquelle il est établi que, malgré leur nom, en os et en ise, les héros de l'histoire que nous allons avoir l'honneur de raconter à nos lecteurs, n'ont rien de mythologique. Il y a 1 an à peu près qu'en faisant à la Bibliothèque royale des recherches pour mon histoire de Louis XIV, je tombais par hasard sur les mémoires de Monsieur d'Artagnan, imprimés, comme la plus grande partie des ouvrages de cette époque, où les auteurs tenaient à dire la vérité sans aller faire un tour plus ou moins long à la Bastille, à Amsterdam, chez Pierre Rouge. Le titre me séduisit, je les emportai chez moi, avec la permission de Monsieur le conservateur, bien entendu, et je les dévorai. Mon intention n'est pas de faire ici une analyse de ce curieux ouvrage, et je me contenterai d'y renvoyer ceux de mes lecteurs, qui apprécient les tableaux d'époque. Ils y trouveront des portraits crayonnés de main de maître, et quoique ces esquisses soient pour la plupart du temps, tracées sur des portes de casernes et sur des murs de cabaret, ils n'y reconnaîtront pas moins, aussi ressemblantes que dans l'histoire de Monsieur Anquetil, les images de Louis XIII, d'Anne d'Autriche, de Richelieu, de Mazarin et de la plupart des courtisans de l'époque. Mais comme on le sait, ce qui frappe l'esprit capricieux du poète n'est pas toujours ce qui impressionne la masse des lecteurs. Or, tout en admirant, comme les autres les admireront sans doute, les détails que nous avons signalés, la chose qui nous préoccupa le plus est une chose à laquelle bien certainement personne avant nous n'avait fait la moindre attention. D'Artagnan raconte qu'à sa première visite à Monsieur de Tréville, le capitaine des mousquetaires du roi, il rencontra dans son antichambre 3 jeunes gens servant dans l'illustre corps, où il sollicitait l'honneur d'être reçu,
et ayant nom Athos, Porthos et Aramis. Nous l'avouons, ces 3 noms étrangers nous frappèrent, et il nous vint aussitôt à l'esprit qu'ils n'étaient que des pseudonymes à l'aide desquels d'Artagnan avait déguisé des noms peut-être illustres, si toutefois les porteurs de ces noms d'emprunt ne les avaient pas choisis eux-mêmes le jour où par caprice, par mécontentement ou par défaut de fortune, ils avaient endossé la simple casaque de mousquetaire. Dès lors nous n'eûmes plus de repos que nous n'eussions retrouvé dans les ouvrages contemporains, une trace quelconque de ces noms extraordinaires, qui avaient si fort éveillé notre curiosité. Le seul catalogue des livres que nous lûmes pour arriver à ce but, remplirait un chapitre tout entier, ce qui serait peut-être fort instructif, mais à coup sûr peu amusant pour nos lecteurs. Nous nous contenterons donc de leur dire qu'au moment où, découragés de tant d'investigations infructueuses, nous allions abandonner notre recherche, nous trouvâmes enfin, guidés par les conseils de notre illustre et savant ami Paulin Paris, un manuscrit in-folio, coté sous le numéro 4772 ou 4773, nous ne nous le rappelons plus bien, ayant pour titre « Mémoire de Monsieur le Comte de la Fère », concernant quelques-uns des événements qui se passèrent en France vers la fin du règne du roi Louis XIII et le commencement du règne du roi Louis XIV. On devine si notre joie fut grande, lorsqu'en feuilletant ce manuscrit notre dernier espoir, nous trouvâmes à la 20e page le nom d'Athos, à la 27e le nom de Porthos, à la 31e le nom d'Aramis. La découverte d'un manuscrit complètement inconnu, dans une époque où la science historique est poussée à un si haut degré, nous parut presque miraculeuse. Aussi nous hâtâmes-nous de solliciter la permission de le faire imprimer, dans le but de nous présenter un jour avec le bagage des autres à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, si nous n'arrivions, chose fort probable, à entrer à l'Académie française avec notre propre bagage. Cette permission, nous devons le dire, nous fut gracieusement accordée, ce que nous consignons ici pour donner un démenti public aux malveillants, qui prétendent que nous vivons sous un gouvernement assez médiocrement disposé, à l'endroit des gens de lettres. Or, c'est la première partie de ce précieux manuscrit que nous offrons aujourd'hui à nos lecteurs, en lui restituant le titre qui lui convient, prenant l'engagement, si comme nous n'en doutons pas, cette première partie obtient le succès qu'elle mérite, de publier incessamment la seconde. En attendant, comme le parrain est un second père, nous invitons le lecteur à s'en prendre à nous, et non au compte de l'affaire, de son plaisir ou de son ennui. Cela posé, passons à notre histoire. Chapitre 1. Les 3 présents de Monsieur d'Artagnan père. Le premier lundi du mois d'avril 1625, le bourg de Meung, où naquit l'auteur du roman de la Rose, semblait être dans une révolution aussi entière que si les Huguenots en fussent venus faire une seconde Rochelle. Plusieurs bourgeois, voyant s'enfuir les femmes du côté de la grande rue, entendant les enfants crier sur le seuil des portes, se hâtaient d'endosser la cuirasse, et appuyant leur contenance quelque peu incertaine d'un mousquet ou d'une pertuisane, se dirigeaient vers l'hôtellerie du Franc-Meunier, devant laquelle s'empressait, en grossissant de minute en minute, un groupe compact, bruyant et plein de curiosité. En ce temps-là, les paniques étaient fréquentes, et peu de jours se passaient sans qu'une ville ou l'autre enregistrât sur ses archives quelque événement de ce genre. Il y avait les seigneurs qui guerroyaient entre eux, il y avait le roi qui faisait la guerre au cardinal, il y avait l'Espagnol qui faisait la guerre au roi. Puis, outre ces guerres sourdes ou publiques, secrètes ou patentes, il y avait encore les voleurs, les mendiants, les huguenots, les loups et les laquais, qui faisaient la guerre à tout le monde. Les bourgeois s'armaient toujours contre les voleurs, contre les loups, contre les laquais, souvent contre les seigneurs et les huguenots, quelquefois contre le roi, mais jamais contre le cardinal et l'Espagnol. Il résulta donc de cette habitude prise, que ce susdit premier lundi du mois d'avril 1625, les bourgeois, entendant du bruit, et ne voyant ni le guidon jaune et rouge, ni la livrée du cardinal de Richelieu, se précipitèrent du côté de l'hôtel du Franc-Meunier. Arrivé là, chacun put voir et reconnaître la cause de cette rumeur. Un jeune homme, traçant son portrait d'un seul trait de plume. Figurez-vous Don Quichotte à 18 ans, Don Quichotte décorcelé, sans haubert et sans cuissard, Don Quichotte revêtu d'un pourpoint de laine dont la couleur bleue s'était transformée en une nuance insaisissable de lis de vin et d'azur céleste. Visage long et brun, la pommette des joues saillante, signe d'astuce, les muscles maxillaires énormément développés, indice infaillible auquel on reconnaît le Gascon même sans béret, et notre jeune homme portait un béret orné d'une espèce de plume,
l'œil ouvert et intelligent, le nez crochu, mais finement dessiné, trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait, et Q'. Un œil peu exercé eût pris pour un fils de fermier en voyage, sans la longue épée, qui, pendue à un baudrier de peau, battait les mollets de son propriétaire quand il était à pied, et le poil hérissé de sa monture quand il était à cheval. Car notre jeune homme avait une monture, et cette monture était même si remarquable, qu'elle fut remarquée. C'était un bidet du Béarn, âgé de 12 ou 14 ans, jaune de robe, sans crin à la queue, mais non pas sans javard aux jambes, et qui, tout en marchant la tête plus bas que les genoux, ce qui rendait inutile l'application de la martingale, faisait encore également ses 8 lieues par jour. Malheureusement, les qualités de ce cheval étaient si bien cachées sous son poil étrange et son allure incongrue, que dans un temps où tout le monde se connaissait en chevaux, l'apparition du susdit bidet à Meung, où il était entré il y avait un quart d'heure, à peu près par la porte de Beaugency, produisit une sensation dont la défaveur rejaillit jusqu'à son cavalier. Et cette sensation avait été d'autant plus pénible au jeune d'Artagnan, ainsi s'appelait le Don Quichotte de cette autre Rocinante, qu'il ne se cachait pas le côté ridicule que lui donnait, si bon cavalier qu'il fût, une pareille monture. Aussi avait-il fort soupiré en acceptant le don que lui en avait fait monsieur d'Artagnan père. Il n'ignorait pas qu'une pareille bête valait au moins 20 livres. Il est vrai que les paroles dont le présent avait été accompagné n'avaient pas de prix. Mon fils, avait dit le gentilhomme gascon, dans ce pur patois de Béarn dont Henri IV n'avait jamais pu parvenir à se défaire. Mon fils, ce cheval est né dans la maison de votre père, il y a tantôt 13 ans, et y est resté depuis ce temps-là, ce qui doit vous porter à l'aimer. Ne le vendez jamais, laissez-le mourir tranquillement et honorablement de vieillesse, et si vous faites campagne avec lui, ménagez-le comme vous ménageriez un vieux serviteur. À la cour, continua monsieur d'Artagnan père, si toutefois vous avez l'honneur d'y aller, honneur auquel du reste, votre vieille noblesse vous donne des droits, soutenez dignement votre nom de gentilhomme, qui a été porté dignement par vos ancêtres depuis plus de 500 ans, et pour vous et pour les vôtres. Par les vôtres, j'entends vos parents et vos amis. Ne supportez jamais rien, que de monsieur le cardinal et du roi. C'est par son courage, entendez-vous bien, par son courage seul, qu'un gentilhomme fait son chemin aujourd'hui. Quiconque tremble une seconde laisse peut-être échapper l'appât que pendant cette seconde justement, la fortune lui tendait. Vous êtes jeune, vous devez être brave par 2 raisons. La première, c'est que vous êtes gascon, et la seconde, c'est que vous êtes mon fils. Ne craignez pas les occasions, et cherchez les aventures. Je vous ai fait apprendre à manier l'épée, vous avez un jarret de fer, un poignet d'acier. Battez-vous à tout propos, battez-vous, d'autant plus que les duels sont défendus, et que par conséquent, il y a 2 fois du courage à se battre. Je n'ai, mon fils, à vous donner que 15 écus, mon cheval et les conseils que vous venez d'entendre. Votre mère y ajoutera la recette d'un certain baume qu'elle tient d'une bohémienne, et qui a une vertu miraculeuse pour guérir toute blessure qui n'atteint pas le cœur. Faites votre profit du tout, et vivez heureusement et longtemps. Je n'ai plus qu'un mot à ajouter, et c'est un exemple que je vous propose, non pas le mien, car je n'ai moi jamais paru à la cour et n'ai fait que les guerres de religion en volontaire. Je veux parler de monsieur de Tréville, qui était mon voisin autrefois, et qui a eu l'honneur de jouer tout enfant avec notre roi Louis XIII, que Dieu conserve. Quelquefois leur jeu dégénérait en bataille, et dans ces batailles le roi n'était pas toujours le plus fort. Les coups qu'il en reçut, lui donnèrent beaucoup d'estime et d'amitié pour monsieur de Tréville. Plus tard monsieur de Tréville se battit contre d'autres dans son premier voyage à Paris 5 fois, depuis la mort du feu roi jusqu'à la majorité du jeune, sans compter les guerres et les sièges, 7 fois, et depuis cette majorité jusqu'aujourd'hui, 100 fois peut-être. Aussi, malgré les édits, les ordonnances et les arrêts, le voilà capitaine des mousquetaires, c'est-à-dire chef d'une légion de César dont le roi fait un très grand cas, et que monsieur le cardinal redoute, lui qui ne redoute pas grand cause, comme chacun sait. De plus, monsieur de Tréville gagne 10 000 écus par an, c'est donc un fort grand seigneur. Il a commencé comme vous. Allez le voir avec cette lettre, et réglez-vous sur lui, afin de faire comme lui. Sur quoi monsieur d'Artagnan père ceignit à son fils sa propre épée, l'embrassa tendrement sur les 2 joues, et lui donna sa bénédiction. En sortant de la chambre paternelle, le jeune homme trouva sa mère qui l'attendait avec la fameuse recette, dont les conseils que nous venons de rapporter, devaient nécessiter un assez fréquent emploi.
Les adieux furent de ce côté plus longs et plus tendres qu'ils ne l'avaient été de l'autre, non pas que M. d'Artagnan n'aimât son fils, qui était sa seule progéniture, mais M. d'Artagnan était un homme, et il eût regardé comme indigne d'un homme de se laisser aller. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.